sommes actuellement fin novembre, début décembre, dans une phase où l'épidémie est assez répandue dans la population. Nous sommes au cours d'une deuxième phase de l'épidémie. Et il faut savoir qu'une pandémie grippale, en général, ça évolue en plusieurs phases, 2 phases, 3 phases. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le virus se répand très largement, des moments où il y a une récession. En général, c'est dû au climat. Les premières vagues ont souvent lieu en fin de printemps. Il y a ensuite, en général, une récession pendant les mois chauds, puis ça revient à l'automne ou au début de l'hiver. Alors cette année, il y a eu une première vague donc au mois de mai-juin dans le monde entier qui a à peu près atteint la France, et c'est reparti donc au mois de septembre et d'octobre. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que le virus se répand, il y a quand même une augmentation des cas graves, des cas sérieux, avec des caractéristiques qui sont un petit peu inhabituelles, qu'on ne connaissait pas avec les autres grippes autrefois, à savoir des atteintes primaires du poumon. Le virus descend directement dans les poumons et donne des pneumonies qui sont parfois foudroyantes. Ceci dit, il y a quand même très peu de cas, graves. Et seulement, comme il y a beaucoup de cas, même avec un faible pourcentage, ça finit par faire des nombres importants. Alors nous sommes à un moment où les choses peuvent évoluer de différentes façons. De toute façon, nous sommes partis pour une épidémie plus importante que les épidémies saisonnières habituelles. Ce sera peut-être un genre d'épidémie saisonnière forte. C'est une possibilité, mais c'est l'hypothèse basse. Nous aurons peut-être aussi une augmentation de virulence du virus au fur et à mesure de sa progression, et une épidémie plus sérieuse. Alors ce qui peut faire pencher du côté de cette seconde possibilité, c'est le fait que nous assistons en ce moment à des mutations du virus. Le virus, au fur et à mesure qu'il se répand, subit des mutations sur sa structure génétique, mutations qui ont des conséquences concrètes. Premier exemple de mutation, une mutation qui s'appelle DG222, qui est une mutation qui porte sur l'entrée dans les cellules. Et cette mutation permet au virus d'entrer dans les cellules pulmonaires plus facilement, alors que le virus habituellement pénètre plutôt dans les cellules de l'arbre respiratoire haut, le nez, la gorge, les bronches. Donc si le virus va directement dans le poumon, ça donne des formes plus graves. Ils ne sont pas nécessairement plus contagieuses que les autres, mais qui sont plus graves cliniquement. Ce qui est un peu inquiétant à cet égard, c'est que cette mutation 222, on l'a trouvée en Norvège dans des cas graves, on l'a trouvée dans 2 cas en France, des cas graves également, mais que c'était une mutation qui était présente dans le virus de 1918, dans le virus de la grippe espagnole. Donc c'est une mutation qui est déjà connue, identifiée, dont on connaît le danger. Alors tant que cette lignée de virus, parce qu'une mutation ça donne naissance à une lignée de virus, à une sous-famille de virus, tant que cette sous-famille ne prend pas le dessus sur l'autre, sur le reste, c'est-à-dire si elle ne surpasse pas les autres, si elle ne prend pas leur place, ben, c'est pas trop grave, mais si jamais ce virus arrivait à s'imposer, ça pourrait être plus sérieux. Donc voilà un petit peu la situation au point de vue de l'évolution du virus. Ça se traduit concrètement par quoi? Ça se traduit par toujours un grand nombre de cas, en majorité bénins, mais il faut faire attention dans plusieurs situations. D'abord les personnes à risque, qui ne sont pas les mêmes que les personnes à risque de la grippe saisonnière. Ce sont plutôt les sujets jeunes, les femmes enceintes, un certain nombre de catégories qu'on n'avait pas identifiées comme à risque, comme les obèses par exemple, personnes en surpoids. Et puis il y a des signes cliniques un petit peu particuliers. Un essoufflement précoce, c'est un signe de ces virus qui ont un tropisme pulmonaire plus avancé. Donc dans toutes ces situations, il faut être vigilant. Si possible, faire un traitement antiviral précoce, très précoce. Si on attend 5 ou 6 jours, c'est pratiquement plus la peine. Encore que le virus actuel persiste plus
plus longtemps que les virus de grippe saisonnière. Dans les cas de grippe saisonnière, on considère couramment qu'au bout de 5 à 6 jours, le virus a disparu. Avec ce virus H1N1 nouveau, il semble bien que dans beaucoup de cas, il persiste jusqu'au 10e jour et encore plus peut-être chez les sujets immunodéprimés. Donc c'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention et il faudra suivre les recommandations concernant l'utilisation des antiviraux qui pourront peut-être être prolongées un petit peu plus longtemps dans le cours de la maladie. Et puis le vaccin, c'est une arme préventive, c'est pas après l'épidémie qu'il est important de le faire, c'est le plus tôt possible avant l'épidémie. Nous ne sommes pas encore pour l'instant à la fin de cette épidémie qui peut durer jusqu'au début du printemps, jusqu'à la fin de l'hiver, encore peut-être un mois ou deux. Donc il est encore temps de vacciner les gens qui n'ont pas encore été. Et la vaccination des sujets à risque, les mêmes risques que je mentionnais tout à l'heure, la vaccination de ces sujets à risque est un élément important de la prévention, de ce qu'on peut faire pour empêcher la diffusion de ce virus qui se révèle plus dangereux que certains ne l'avaient pensé au début. Alors le diagnostic a posteriori est possible, mais c'est compliqué, c'est long, ça n'est pas un examen qu'on fait habituellement. La seule façon, c'est un examen sérologique, c'est-à-dire une prise de sang et le fait de trouver un titre élevé d'anticorps après la maladie. En principe, pour faire un diagnostic, il faudrait avoir 2 prélèvements, un avant, un après, pour assister à une augmentation de titres qui est caractéristique. Avec un virus nouveau comme ce H1N1, qui a priori n'était pas connu avant, le fait de trouver des anticorps est une marque de diagnostic présomptif assez forte. Mais donc on ne le fait pas, c'est pas un examen qu'on pratique réellement. Et je ne sais même pas si vous pouvez le faire rapidement actuellement, parce que les laboratoires qui font ça, qui sont spécialisés, sont trop occupés à étudier les souches isolées, à faire la séquence des souches isolées, qui est une opération plus importante. Alors, vacciner quelqu'un qui a déjà été infecté, ça n'a aucune importance, ça ne fait que renforcer son immunité. En revanche, vacciner quelqu'un qui est en train d'être malade, ça c'est contre-indiqué. Mais c'est la seule contre-indication. Si quelqu'un a de la fièvre, il ne faut pas le vacciner en ce moment. Il faut attendre que la cause de sa fièvre soit élucidée et que s'il fait une grippe, il soit guéri. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire un diagnostic seulement sur la clinique, puisqu'il y a aussi quelques autres virus en circulation. Alors, il y en a très peu. On peut dire que 90% des cas actuels de grippe clinique sont des grippes H1N1, mais ça n'est pas une certitude. Donc, c'est pas le fait d'avoir eu une infection quelques jours avant ne doit pas empêcher de vacciner. De toute façon, si on vaccine quelqu'un qui a déjà été infecté, on renforce son immunité et on prend de l'avance sur ce qu'on lui proposera l'année prochaine, puisque l'année prochaine, ce virus H1N1V sera probablement inclus dans le vaccin saisonnier, puisque cette grippe va devenir une grippe saisonnière au cours des années qui viennent, peut-être au cours des 10 ans ou plus. Le virus de 1968, il est resté saisonnier jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pendant 40 ans. Donc peut-être que nous en avons maintenant pour quelques dizaines d'années de virus H1N1 saisonnier. Alors recevoir un vaccin contre ce virus, c'est déjà une bonne première préparation à l'immunité qu'on peut obtenir. Les 2 vaccins sont équivalents. L'un contient un adjuvant, l'autre est plus fort en antigène, l'autre contient 4 fois plus d'antigène que le vaccin adjuvé. Donc les 2 vaccins sont équivalents, il n'y a pas de différence sensible sur l'efficacité ni sur la tolérance.